Bonjour et bienvenue dans le journal Éco de Lyon Décideur. Plus que jamais, la cybersécurité est un enjeu majeur pour toutes les entreprises. On en parle dans un instant avec notre invité Pierre-Yves Jensen, le président de StormShield, spécialiste du sujet. À retenir en bref dans l'actualité de ces derniers jours, la nomination d'un Lyonnais à la tête de Danone après l'éviction brutale d'Emmanuel Faber. C'est Gilles Schnepp qui s'assoit dans le fauteuil qui fut celui d'Antoine puis de Franck Ribou. Un HEC succède à un HEC, un Lyonnais prend la suite d'un Grenoblois. Gilles Schnepp a commencé chez Merrill Lynch avant de passer plus de 30 ans chez Legrand dans le matériel électrique. Rappelons que Lyon est le berceau historique du groupe Danone, à l'époque BSN, avec des marques réputées et de belles implantations régionales, Blédina, Evian, Badois et Volvic. Un peu plus de 6 mois après son arrivée à la tête de M Lyon, Isabelle Huot a présenté son plan stratégique à horizon 2025, à savoir intégrer le top 15 européen des Global Business Universities, et ce avec des ressources qui devraient augmenter de 60% à 170 millions d'euros, tandis que les étudiants devraient passer de 8 000 à 12 000 avec une accélération de l'internationalisation. Un nouveau campus est annoncé à Bombay, en Inde. 100 millions d'euros, c'est la somme que va investir l'Institut Mérieux à Valence pour doter sa filiale ABL d'un site de bioproduction en immunothérapie. Alain Mérieux rachète le site de l'Ecotox à Valence pour 20 millions d'euros et investit pour 80 à 90 millions afin de doter ABL d'un outil susceptible de faire face à son développement. À terme, 100 personnes devraient travailler sur le site dont l'ouverture est fixée à fin 2022. La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes se porte bien. Son activité est restée presque stable à 680 millions d'euros de produits nets bancaires l'an dernier, avec un bénéfice net qui ne recule que de 15% à 108 millions d'euros. BP Aura a distribué pour 2,5 milliards de prêts garantis par l'État à 20 000 entreprises. La banque continue de recruter, notamment des alternants, et elle a doté sa filiale de capital développement, Garibaldi Participation, de 80 millions d'euros supplémentaires pour investir en minoritaire dans des entreprises régionales. Enfin, le chiffre du jour, 180 comme le nombre de recrutements saisonniers annoncé par Pierre Martinet pour ses différents sites. Martinet a réalisé un chiffre d'affaires stable en 2020 à 178 millions d'euros tout en investissant 15 millions dans l'agrandissement de son site de Saint-Quentin-Fallavier. Voilà, place à notre invité à présent, Pierre-Yves Jensen. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes le président de StormShield, spécialiste de la cybersécurité, filiale d'Airbus. Enfin, j'ai envie de dire, la cybersécurité devient une priorité tant pour les pouvoirs publics que pour les entreprises. Il était temps. Je pense que le bon mot, c'est effectivement enfin, puisque nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans ce domaine-là et on connaît les risques. On sait combien ceci a pénétré le monde des entreprises et également nous, en tant que particuliers, nous sommes tous évidemment touchés. Mais effectivement, il y a une vraie accélération depuis quelques mois. Malheureusement aussi, l'impulsion vient des faits divers, c'est-à-dire des attaques, notamment les attaques récentes sur les hôpitaux. On l'a vu à Dax, on l'a vu à Villefranche, mais également sur les collectivités locales, les mairies. On a vu notamment la mairie d'Angers qui a été sévèrement touchée, Chalon-sur-Saône aussi récemment. Et donc, ça a été l'occasion pour l'État de communiquer dans le cadre du plan de relance, effectivement, un plan global d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Alors d'investissement sur différents volets. Ce plan présenté par le gouvernement, par le président de la République, est-ce qu'il vous donne satisfaction ? Alors évidemment, il apporte satisfaction parce que c'est un début et auparavant, il n'y avait pas grand-chose. Donc on parle d'1 milliard, c'est exactement 720 millions d'euros de fonds publics répartis sur 5 ans. Alors c'est vrai que si on divise ça sur 5 ans, on se dit que ça représente la levée de fonds d'un acteur américain. Néanmoins, c'est très appréciable. Il y a une vraie volonté et qui a été portée au plus haut niveau de l'État. Et le fait que ce soit le président Macron qui l'annonce, c'est également symbolique. Maintenant, ça ne peut être qu'un début. Il faut que ce soit suivi d'autres choses et pas obligatoirement que de fonds publics. Mais on a besoin également d'investissements de par les fonds d'investissement français, européens. On a des fonds très importants mais qui n'investissent peu dans la cybersécurité. Et puis, il faut que ce soit suivi aussi d'une forme d'élan collectif des acheteurs, des acteurs publics, privés, qui pourraient flécher les investissements vers des acteurs français, européens, puisqu'on est aujourd'hui dans un domaine qui est largement dominé par les acteurs américains. Alors, c'est très bien, mais on a besoin aussi d'une industrie française. Quand on parle de souveraineté, on a besoin d'acteurs locaux qui sont capables. Exactement. Est-ce que vous considérez que trop d'entreprises encore n'ont pas pris conscience de l'enjeu, de l'importance de cet enjeu ? C'est toujours le cas, oui, c'est toujours le cas effectivement, et malheureusement c'est lorsque les incidents arrivent que l'on prend pleinement conscience de ça. Donc ça progresse considérablement.
Maintenant, ça ne sera efficace qu'à partir du moment où ce sera un sujet de gouvernance d'entreprise, dans les COMEX, dans les CODIR. Quand la cybersécurité sera à ce niveau-là, on pourra dire que oui, ça fait partie d'une composante essentielle du développement de l'entreprise, au même risque que les autres risques, que peuvent être les risques incendies, les risques physiques ou autres. Quelles actions préventives les entreprises peuvent-elles mettre en place ? Alors, les actions préventives, il y a différents volets. D'une part, la première chose, c'est l'humain, c'est-à-dire c'est la sensibilisation des collaborateurs. Les attaques qui prolifèrent actuellement dans les entreprises sont notamment ce qu'on appelle des cryptovirus, c'est-à-dire voilà, des ransomware qui chiffrent les données de l'entreprise et les cybercriminels derrière demandent une rançon pour pouvoir restituer les données. Et très souvent, ces virus, on les attrape quelque part au travers d'un mail avec une pièce jointe infectée ou sur une clé USB. Et souvent, la première barrière, c'est l'humain. C'est-à-dire, c'est la vigilance qu'on doit tous avoir lorsqu'on ouvre un mail, faire attention le destinataire, d'où ça vient, et au moindre doute, surtout ne pas agir. Et c'est la première des barrières. Ensuite, il y a tout un tas de choses à mettre en œuvre. Il y a évidemment des process à mettre en œuvre avec des procédures de sauvegarde, notamment, de faire en sorte de pouvoir récupérer ces données lorsqu'elles ont été infectées. Et puis des outils. Et les outils, il y a toute une panoplie de choses à mettre en place, en commençant par des firewalls, des antivirus, des systèmes de détection, ce qu'on appelle des sondes. Également faire des tests d'intrusion, c'est-à-dire tester la robustesse de son système d'information. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Est-ce qu'on sait d'où viennent les cyberattaques dont sont victimes les entreprises, collectivités, hôpitaux et autres ? En fait, on peut diviser la provenance des attaques un peu en 3 catégories. Il y a une petite cybercriminalité qui, quelque part, ce sont, on va dire, des cybercriminels qui vont essayer d'aller faire des attaques au président, par exemple. Enfin, vous savez, des attaques au président, des fraudes au président, des fraudes aux faux fournisseurs. Souvent, ça porte sur des petites sommes ou qui vont essayer d'aller subtiliser votre RIB, votre numéro de carte bleue. C'est une petite délinquance. Ensuite, il y a une cybercriminalité très, très organisée, qui est celle qui aujourd'hui fait beaucoup parler d'elle, où là on a affaire à des organisations mafieuses qui auparavant ce sont les gens qui braquaient des banques quelque part. Aujourd'hui ce sont ceux qui braquent des entreprises avec des moyens numériques. Et là on a affaire à des organisations très structurées, souvent localisées dans des pays où c'est compliqué d'aller les identifier et où là les butins sont absolument colossaux. Et puis la troisième catégorie, je dirais, c'est une menace stratégico-politique, c'est-à-dire également des organisations qui sont parfois à l'état aux mains d'États voyous, de sorte à aller voler de l'information, prendre des renseignements, prendre position aussi dans des infrastructures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des risques que courent les États, c'est d'avoir toutes leurs infrastructures bloquées parce qu'un État ennemi aura décidé de venir agir en représailles de tout ce que l'on veut. Et quand on voit un peu l'escalade actuellement, à nouveau la Chine est pointée du doigt, la Russie est pointée du doigt, c'est une escalade qui est inquiétante parce qu'on voit que le cyber devient une arme. Auparavant, c'était des missiles qui étaient pointés contre les pays. Aujourd'hui, les pays se menacent ou se soupçonnent, à minima, d'attaques pour aller voler de l'information, prendre des positions. Quand on est une entreprise victime d'une cyberattaque, que faut-il faire ? Surtout ne pas payer la rançon ? Surtout ne pas payer, c'est évidemment ce qu'on préconise. Pourquoi ne pas payer ? Parce que d'une part, on n'est absolument pas certain de récupérer ces données. Et d'ailleurs, moins d'une entreprise sur 2 récupère ces données lorsqu'elle a payé. Et généralement, d'ailleurs, c'est plutôt aux États-Unis que les entreprises ont beaucoup plus payé, beaucoup moins qu'en Europe, par exemple, où elles sont incitées à ne pas payer. Et puis la deuxième chose, payer, ça veut dire financer ce cybercrime quelque part, puisque évidemment, si ça fonctionne, les criminels continuent. Donc il faut ne pas payer, mais pour se permettre de ne pas payer, il faut aussi avoir mis des choses préventives en place. Je parlais tout à l'heure de sauvegarde, par exemple, pour effectivement se dire, je ne paye pas. Certes, j'ai peut-être perdu 1 jour, 2 jours, 1 semaine de travail, mais je restaure mes sauvegardes et je redémarre. Et la prochaine fois, je ne me ferai pas prendre. Vous insistiez sur l'aspect stratégique pour la France et pour l'Europe. Est-ce qu'il y a un minimum de coordination désormais au niveau européen sur ces questions Oui, encore ? Oui, il y a une coordination aujourd'hui au niveau européen. Déjà, il y a eu la création, alors j'allais dire la création, je dirais c'est plutôt l'accélération d'une agence européenne de la cybersécurité qui s'appelle l'ENISA. Et StormShield participe aux travaux de l'ENISA notamment pour la définition notamment des cadres de certification des produits.
Et effectivement, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui portées par l'Europe pour faire en sorte que l'on ne reste pas isolé pays par pays. On a la chance en France d'avoir une des meilleures agences de cybersécurité qui s'appelle l'ANSSI. Les Allemands ont une agence aussi extraordinaire qui s'appelle le BSI. Mais il faut mettre tous ces moyens en commun, parce que quelque part, notre intérêt est le même, et en mettant ces moyens en commun, on sera capable de mieux se protéger. Maintenant, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il y a des aspects concurrentiels déjà entre les acteurs, mais en tout cas, il faut absolument que l'on aille effectivement vers une coopération européenne plus importante pour pouvoir être plus efficace. Un mot pour finir, il ne nous reste plus beaucoup de temps sur votre entreprise, StormShield, donc je l'ai dit, filiale d'Airbus. Quel bilan peut-on faire de l'année 2020 qui s'est écoulée pour vous ? Alors l'année 2020 pour l'entreprise déjà a été bonne, hein, c'est-à-dire qu'on a atteint notre objectif de vente qui était de 60 millions d'euros, et ce qui fait de nous le premier acteur pure player dans le domaine des produits de cybersécurité. On est sur le point de recruter notre 400e collaborateur, donc il y a une accélération prodigieuse de l'entreprise en quelques années. Évidemment, le secteur est porté par tout ce qui se passe, mais il est extrêmement concurrentiel. Je parlais tout à l'heure de nos compétiteurs, notamment américains, qui dominent le marché. Donc on a besoin de ces moyens, et le plan de relance qui a été annoncé est aussi là pour ça. On a besoin de ces moyens pour se développer et pour pouvoir jouer un rôle et pour pouvoir être un acteur dans cette recherche de souveraineté numérique qui est appelée des vœux de tout le monde depuis quelques mois. On rappelle historiquement, donc vous êtes issu de Harcoon, société lyonnaise qui était cotée en bourse. Exactement, oui, StormShield, c'est le rapprochement. Après, il y a eu une fusion, voilà. Exactement, le rapprochement de Harcoon, que vous connaissez bien, qui était coté ici et fondé à Lyon, et une autre société qui s'appelle Netask, qui était un peu le concurrent français à l'époque, qui était basé à Lille. Les deux sociétés se sont regroupées, et c'est un vrai exemple de réussite de fusion, parce que souvent on dit que les fusions d'entreprises font plus de dégâts que de réussite. Là, c'était une vraie réussite, puisque ça a formé le premier acteur français. À l'époque, on était 150 au moment du rapprochement il y a 7 ans. Voilà, on est 400 aujourd'hui. Si on essaye de définir votre stratégie à moyen et long terme. Alors la stratégie, elle est simple, elle est d'adresser et de protéger les infrastructures critiques, les systèmes opérationnels, c'est-à-dire toute l'informatique qui pilote dans l'industrie, je dirais, ceci en basant sur la base de nos produits, qui sont des produits certifiés, qualifiés auprès de l'ANSSI, donc c'est-à-dire que ce sont des produits de confiance. Et donc la stratégie, elle est évidemment de continuer à se développer basiquement, mais surtout d'adresser de plus en plus ces infrastructures critiques qui ont besoin de produits de confiance. Et la stratégie, elle est simple, c'est ça, et puis se développer pour être un acteur européen incontournable. Un grand acteur européen qui puisse concurrencer Exactement. Les acteurs américains. Tout à fait. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Vanzen, d'être venu dans le journal Écho. Très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.